Le 4 septembre 1870, à la nouvelle du désastre de Sedan, le peuple se rassemble devant le Palais Bourbon, siège du corps législatif. À l'Hôtel de Ville, la République naît dans les acclamations. Jeune député, Léon Gambetta proclame la déchéance de l'Empire. Le gouvernement de défense nationale se forme. Immédiatement, il exhorte les Français à la lutte contre l'envahisseur. Citoyens de Paris, la République est proclamée. Un gouvernement a été nommé d'acclamation. Le gouvernement invite les citoyens au calme. Le peuple n'oubliera pas qu'il est en face de l'ennemi. Le gouvernement est avant tout un gouvernement de défense nationale. Wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society. La République triomphe. Elle fait de la Marseillaise son hymne national. En 1879, le 14 juillet devient fête nationale. Restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. À l'école communale, les enfants apprennent les bienfaits de la République, qui sont nombreux. La patrie nous garantit certaines libertés qui font notre bien-être et assurent notre sécurité et notre dignité. Les principales sont la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de travail, enfin, la liberté de la parole, de la presse et de réunion. La réforme essentielle est due à Jules Ferry. Ce Lorrain, républicain de toujours, reste fidèle au défi qu'il avait lancé sous le Second Empire. Je me suis fait un serment. Entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme et de cœur, de puissance physique et de puissance morale. C'est le problème de l'éducation du peuple. L'enseignement primaire est rendu obligatoire, gratuit et laïque. Jules Ferry explique la portée de cette mesure. Lorsque toute la jeunesse française se sera développée, aura grandi sous cette triple étoile de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité, nous n'aurons plus rien à craindre des retours du passé. Dans un enthousiasme que n'entament ni les difficultés matérielles, ni les attaques des conservateurs, les instituteurs s'appliquent à leur tâche. Ils ont conscience de bâtir une société meilleure, fondée sur le respect des droits du citoyen. On enseigne à tous les enfants le catéchisme républicain. Jules Ferry fait distribuer dans les écoles 20 000 exemplaires des Chants du soldat de Paul Déroulède. Les écoliers apprennent à manier les armes, à défiler en bataillon scolaire. André Siegfried a évoqué cette période. Même tout petit, nous savions l'humiliation, la diminution de la défaite. Mais nous grandissions en même temps dans l'espoir de la revanche, dans le culte du drapeau, dans l'admiration de l'armée à leur envoi de renaissance. C'était le temps des bataillons scolaires, et l'on voyait comme un spectacle naturel les instituteurs conduisant militairement leurs troupes d'écoliers. Le sport existait à peine, mais la gymnastique faisait partie du patriotisme, et les moniteurs, athlétiques et vêtus de blanc comme à l'escrime, apparaissaient comme une annexe de l'appareil militaire. Le développement des écoles primaires à la fin du XIXe siècle. Classe de filles, école d'Hélène. Photographie conservée aux archives départementales du Nord. Classe de garçons, école d'Hélène. Photographie conservée aux archives départementales du Nord. Le progrès de la scolarisation est une tendance générale en Europe de l'Ouest au XIXe siècle. De gros efforts sont entrepris pour la construction et l'aménagement de bâtiments permettant un véritable enseignement. En France, l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec de grandes classes largement éclairées, date de la Troisième République. Ces photographies prises à l'école primaire d'Hélène, dans la banlieue de Lille, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, montrent des classes séparées de filles et de garçons, car la mixité n'existe pas. Spacieux et confortables, ces locaux neufs, clairs et aérés répondent aux règles prescrites par la loi du 17 juin 1880. Hauteur de 5 mètres sous plafond, sans colonne métallique de soutènement, 3 rangées de tables par classe, avec un couloir de 50 cm entre chaque rangée, de façon à ce que chaque élève dispose d'au moins 1,25 m² et 6,25 m3.
Les bancs tables biplaces sont adaptés à la taille des élèves. Les armatures de ceux des garçons semblent en fonte. La lumière vient de gauche comme de droite, pour répondre aux normes des hygiénistes qui pensaient lutter ainsi contre les scolioses et les myopies. Plusieurs lampes pendent du plafond car la classe bénéficie aussi d'un éclairage au gaz. La hauteur des allèges sous les fenêtres ne semble pas supérieure à 1,20 m, par suite des thèses des psychologues de l'époque qui pensaient préférable que les élèves satisfassent sur le champ leur curiosité en voyant ce qui se passait à l'extérieur, plutôt que de continuer à s'interroger sur ce qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Cette loi fixe pour la première fois le nombre maximum d'élèves à 40 par classe dans une école à plusieurs classes et à 50 dans le cas d'une classe unique. Dans classe de filles, les élèves portent toute la blouse, uniforme qui joue un rôle égalitaire. Les écoles de filles se créent très progressivement car elles ne peuvent être tenues que par un personnel féminin. L'institutrice, ici au fond de la classe, où trône un grand poêle rond, prépare un nouvel exercice. Une autre circule dans les rangs. La leçon de couture revêt une importance considérable à l'école primaire, car l'époque souhaite initier les filles à leur vocation de ménagère et de mère, considérée comme essentielle. Le choix de cette activité pour la photo trahit la méfiance persistante du pouvoir vis-à-vis des femmes, de leur éducation, de leurs éventuelles revendications en matière de droit de vote. Les coiffures des petites filles dégagent le front, et les cheveux des garçons sont coupés très courts pour des raisons d'hygiène. La leçon d'écriture suscite la même application dans cette classe de garçons. Sur le mur du fond sont affichées de grandes planches d'anatomie, de botanique et de zoologie, qui manifestent l'orientation scientifique recherchée pour la formation des esprits. Dans une armoire bibliothèque classique sont soigneusement rangés les manuels et le nécessaire métrique. L'instituteur se trouve sur la gauche. Le deuxième personnage, au fond de la classe, pourrait être l'inspecteur primaire. Vêtu d'une jaquette et d'un gilet orné d'une chaîne de montre, il porte un collier de barbe, ce qui était un signe extérieur de radicalisme sous le Second Empire. Après 1880, l'enseignement devient enfin efficace. Il le doit à des conditions matérielles transformées, à une réelle organisation pédagogique et à une véritable révolution des méthodes. Freedom is priceless, spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on